Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau webinar sur les intérêts de la micronutrition et de la phytothérapie dans l'accompagnement du diabète de type 2. Ce webinar est encore une fois organisé par Simplicure en partenariat avec Holistica et nous remercions aujourd'hui Sylvain Buroni de nous accompagner. Bonjour Sylvain. Bonjour Alice, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter dans quelques instants. Avant ça, quelques petits rappels pour tout le monde sur l'utilisation de Big Marker. Vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions, principalement à Sylvain, et je vous invite à le faire sur la droite de votre écran, donc dans les rubriques discussion et puis Q&A. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin du webinar. Eh bien, je vous laisse la main, Sylvain, et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup Alice. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être, parmi vous aujourd'hui pour, traiter d'une thématique qui effectivement est très importante et très parlante, donc l'accompagnement du diabète de type 2 et donc les intérêts de la micronutrition et de la phytothérapie et vous verrez, on a pas mal d'informations à ce sujet, donc probablement que nous nous sommes déjà rencontrés lors de webinaires précédents, mais je vais quand même me représenter pour, ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis, docteur en pharmacie. Je suis, spécialisé en phytonutrition et chargé d'enseignement en phytonutrition également. Donc vous avez les différentes structures où j'interviens, par exemple la faculté, de pharmacie de Marseille, dans le DESU de micronutrition, également en Belgique et en Suisse dans différentes structures et donc je me sers de ces informations que je véhicule lors de mes enseignements, pour pouvoir donc vous en relayer les principales. Et lors de ce webinaire, nous allons donc aborder quelques généralités sur le diabète de type 2. Bien entendu, faire part sommairement, de par le format, d'aujourd'hui, donc de rappels sur la physiopathologie, caractéristique du diabète de type 2. Vraiment quelques informations sur l'importance de l'alimentation et c'est très important bien entendu, afin de nous concentrer un peu plus sur ces approches complémentaires, donc en micronutrition et en phytothérapie et bien entendu, si vous avez une quelconque question, nous pourrons en discuter à la fin de cette présentation. Donc pour commencer quand même une définition, c'est important. Donc le diabète, désigne un groupe de maladies métaboliques donc caractérisées par une hyperglycémie, comme vous le savez, qui résulte soit d'un défaut de sécrétion de l'insuline, soit d'un défaut d'action de l'insuline. Et on le sait que cette hyperglycémie, lorsqu'elle est chronique, elle est associée donc à des complications qui peuvent impacter donc le système microvasculaire, notamment les yeux, les nerfs, entre autres, mais également au niveau donc vasculaire avec des atteintes possiblement cardiaques pouvant impacter les reins ou encore les artères. Les signes cliniques sont caractéristiques. Les personnes atteintes de diabète, peuvent présenter une soif excessive. Elles peuvent, présenter donc un besoin d'uriner fréquemment, une fatigue chronique, une difficulté de cicatrisation donc au niveau des plaies, des infections possiblement récurrentes, une vision qui devient un peu plus trouble, des fourmillements et des engourdissements au niveau des mains et des pieds quand on a donc une neuropathie du diabétique, c'est quelque chose qui peut être rencontré et d'autres complications, mais qui sont associées à la clinique qui est propre à chaque individu. L'insuline, comme vous le savez, elle est sécrétée par le pancréas dit endocrine, donc par les cellules bêta des îlots de Langerhans, prioritairement et sommairement plutôt, cette synthèse commence par une sécrétion de pré-pro-insuline. Un clivage enzymatique va avoir lieu pour libérer de la pro-insuline et cette proinsuline, donc comme vous le voyez sur le schéma de droite, elle est stockée sur ce qu'on appelle donc, un stockage vésiculaire, sous forme d'hexamère et ces molécules de proinsuline sont, comment dire? Stockées autour d'un atome de zinc. Donc c'est une sorte en fait de vésicule de réserve et quand la glycémie monte et qu'on atteint donc une hyperglycémie, le signal est déclenché, la proinsuline va être clivée en insuline qui va être libérée dans la circulation, également associée au peptide C. Et le peptide C, vous savez, c'est un marqueur qu'on mesure dans certains bilans sanguins pour estimer les capacités sécrétoires de l'insuline par le pancréas.
Si on sécrète de l'insuline, on va forcément sécréter du peptide C. Et si on sécrète des quantités conformes, on sait que la quantité d'insuline sécrétée est cohérente. Si on observe que le taux de peptide C est très élevé ou très bas, c'est qu'on peut effectivement corréler à une anomalie de sécrétion de l'insuline. Une fois que l'insuline est sécrétée, donc elle va, entre guillemets, «se balader dans le sang», donc elle va atteindre sa cellule cible et elle va activer le récepteur de l'insuline qui, au passage, est une glycoprotéine, donc c'est très important aussi de parler de glyconutrition. Ce récepteur de l'insuline va, en fait, activer toute une cascade de réactions enzymatiques dans la cellule. Donc je ne vais pas énumérer tous les, termes enzymatiques parce que ça prendrait plus de temps, mais l'idée est là, c'est qu'en activant cette cascade enzymatique, si vous suivez donc la souris, cela va donc activer, les transporteurs de glucose qui «somnolent» entre guillemets dans la cellule, activer et faire bourgeonner ces transporteurs de glucose à la membrane de la cellule pour que ces transporteurs puissent s'ouvrir, permettant de faire entrer le sucre dans la cellule et donc, d'un côté, normaliser la glycémie, mais aussi permettre à la cellule d'avoir ces substrats énergétiques essentiels pour le fonctionnement de la mitochondrie et le fonctionnement d'autres organites. Donc effectivement, on a cette signalisation de l'insuline qui, certes, d'apparence est plutôt, compréhensible, qui est bien plus complexe, bien sûr dans les faits, mais qui se déroule de cette manière. Et cette signalisation de l'insuline, elle est mise à mal par énormément de facteurs. À savoir que nous sommes entourés donc d'un environnement qui est de plus en plus, pollué, et donc qui est de plus en plus, souillé de toxiques et autres, polluants environnementaux qui peuvent contribuer à brouiller le signal de l'insuline et qui peuvent contribuer à limiter donc l'activation et le bourgeonnement des transporteurs de glucose à la surface de la cellule, ce qui réduit la pénétration du glucose dans la cellule et donc augmentant la glycémie de facto. Et parmi donc ces, facteurs épigénétiques, hein, c'est ce qu'on appelle l'exposome environnemental, sont incriminés, donc vous avez la littérature qui l'atteste, heu différents facteurs causaux. Donc, par exemple, des polluants atmosphériques, vous savez, les particules fines, les PM2,5 notamment, mais aussi les PM10, et d'autres gaz, comme le dioxyde d'azote, sont incriminés également et bien entendu les métaux lourds, hein, arsenic, plomb, mercure, cadmium, et autres. Sont incriminés les polluants organiques persistants, donc les phtalates, le bisphénol A, vous savez les PFAS, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans l'actualité, sur certaines nappes phréatiques et sur la qualité des eaux, dans certaines villes, hein. C'est ce qui se passe, dans certains secteurs, notamment de France, hein, parce que ce sont les informations qui sont véhiculées. Sont incriminés également donc les pesticides et notamment les organochlorés. Et bon, pharmacien que je suis, hein, les, médicaments, et parmi les médicaments incriminés, je cite, hein, de points ouvrez les guillemets, hein, certains antibiotiques, des antirétroviraux, des antidépresseurs, les statines, les diurétiques, les immunosuppresseurs. Donc c'est tout aussi important quand on accompagne un sujet qui présente donc un prédiabète et notamment un diabète de type 2, cliniquement validé, de prendre en compte le bol alimentaire. Oui, OK, mais de prendre en compte les possibles agresseurs qui sont à l'origine d'un brouillage de la signalisation de l'insuline et donc d'une insulinorésistance. Et lorsque cet exposome environnemental impacte le sujet, donc il y a effectivement donc, différentes perturbations qui sont observées dans le cœur de la cellule avec une inflammation de bas grade, un dysfonctionnement mitochondrial, une production de radicaux libres, un stress du réticulum endoplasmique, donc en fait un stress oxydatif avec cette inflammation, c'est très caractéristique, brouillant le signal de l'insuline donc sur le schéma de droite, mais sur le schéma de gauche, c'est un peu plus visible. Vous avez donc une barrière qui s'opère. Le signal de l'insuline n'est plus correctement transmis dans la cellule. Les transporteurs de glucose qui somnolent au cœur de la cellule ne reçoivent pas correctement l'information, ils ne peuvent pas correctement bourgeonner à la membrane, le glucose reste stacké, l'hyperglycémie augmente et donc on a après la clinique caractéristique donc du diabète. Donc effectivement, c'est très important de prendre en compte ces facteurs causaux puisque dans l'anamnèse et dans les choix d'accompagnement phytonutritionnel, ce sont des informations qu'on va prendre en compte.
Et pour, non pas terminer, mais pour, finir de situer les grandes lignes, associés donc à ces facteurs, causaux, on a quand même bien sûr des répercussions endogènes, hein. Le tissu adipeux qu'on pensait être un tissu très inerte pendant des années, simplement stockant donc le gras sous forme d'adipocytes, hein. On s'est rendu compte que c'était un vrai tissu avec des intérêts très hormonaux, puisque c'est un tissu qui sécrète, les adipokines et notamment l'adiponectine et la leptine. Je pense que tout le monde connaît la leptine qui est l'hormone de la satiété, mais l'adiponectine qui est une hormone qui régule l'oxydation du sucre et des graisses, entre autres, et on s'est rendu compte que les sujets qui présentaient donc un surpoids ou une obésité présenter donc un tissu adipeux, plus volumineux, certes, mais que ce tissu adipeux sécrétait des cytokines pro-inflammatoires et des facteurs pro-oxydants, perturbant le fonctionnement de l'adipokine des adipokines, et notamment l'adiponectine à la baisse, créant ce qu'on appelle un phénomène de résistance à la leptine, contribuant à une insulinorésistance. Donc c'est une physiopathologie qui est très complexe, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs et qui, justement, doit être prise dans sa globalité pour mieux situer les accompagnements phytonutritionnels opportuns. L'alimentation, bien entendu, est la base de tout conseil, certes. Alors moi, vous savez, j'ai l'habitude de mentionner l'alimentation, c'est la base de tout, mais éliminer les agresseurs qui perturbent l'organisme, pour moi, c'est tout aussi important. Mais si je me concentre sur l'alimentation, vous avez bien entendu une littérature qui est très large, hein, sur l'intérêt du régime alimentaire méditerranéen, mais sur l'intérêt du régime alimentaire de type nordique, sur l'intérêt du régime alimentaire de type Okinawa. Donc vous avez différents régimes alimentaires donnés. Donc j'ai choisi celui qui m'interpelle le plus venant de la région marseillaise, c'est forcément très parlant pour moi. Mais vous avez ce régime alimentaire méditerranéen qui, effectivement, dans différents modèles d'études, hein, précliniques et cliniques, a permis de réduire la survenue, dans le cas présent, dans des modèles cliniques, hein, la survenue et le développement du diabète de type 2, notamment dans des populations dites à haut risque. Et c'est d'une importance capitale d'instaurer ces règles hygiéno-diététiques dès le début. Dès qu'on accompagne un sujet, et de toute façon, c'est validé certes par l'allopathie, hein, avant d'instaurer un traitement médicamenteux, on a 3 à 6 mois d'accompagnement avec des règles hygiéno-diététiques pour faire en sorte que les régulations puissent observer et pour éviter peut-être aussi au sujet de devoir passer par une case de traitement médicamenteux. Un exemple qui est très justement très parlant à ce niveau-là, hein, donc vous avez une publication, vous voyez, qui date des années 2000, hein, août 2000 précisément, et donc c'est une étude, UKPDS, donc pour, United Kingdom Prospective Diabetes Study, qui a été réalisé donc dans des cliniques du Royaume-Uni auprès de 4 585 sujets diabétiques de type 2 de différentes ethnicités, c'est important de le signaler, où il a été mis en évidence que chaque réduction de 1% de l'hémoglobine glyquée était associée donc aux résultats suivants. C'est quand même très parlant, je trouve, hein. Une diminution de 21% du risque de décès lié à un diabète de type 2, une diminution de 37% du risque d'atteinte microvasculaire, néphropathie, neuropathie, entre autres, rétinopathie du diabétique, une diminution de 43% du risque d'amputation d'un membre, une diminution de 12% du risque d'apparition d'un AVC. Donc, quand vous avez un bilan, en fonction si vous êtes professionnel ou praticien de santé, mais peu importe, quand un bilan nous est présenté et que la personne a une hémoglobine glyquée à 8%, par exemple, et que, bon, vous savez, si on diminue à 7% d'hémoglobine glyquée, ah oui, mais on n'est pas à 6, c'est pas suffisant. OK. Mais le simple fait de diminuer d'1%, c'est déjà un beau travail. Donc, faut toujours chercher le positif dans toute situation et valoriser le travail qui est effectué, qui certes d'apparence n'est pas celui qu'on attendrait en finalité, mais qui permettrait d'y arriver avec, entre guillemets, un chemin un peu plus long. Donc, ce sont des chiffres qui pour moi sont très éloquents et qui permettent de positiver une situation pour aller là où nous devons aller. Et quand l'alimentation est difficile à mettre en place ou qu'elle peut paraître insuffisante, hein, toutes les situations sont, entendables, hein, le maintien de notre capital santé peut aussi, entre guillemets, passer par des accompagnements phytonutritionnels dûment sélectionnés, avec des nutriments et des actifs qui sont en proportion équilibrée, donc les uns aux autres, avec des origines nutritionnelles qui sont parfaitement lisibles dans la liste des ingrédients. C'est
Très important de le mentionner, c'est une réglementation, vous savez, qui touche tous les opérateurs, hein. Quand vous avez dans un complément alimentaire, par exemple, de la vitamine C, si la vitamine C est mentionnée comme provenant, je donne un exemple, hein, qui parle à tout le monde, hein, comme provenant d'extraits de fruits, d'acérola, argousier, camu-camu, c'est très bien. Mais quand la vitamine C n'a aucune origine mentionnée dans la liste des ingrédients, c'est une vitamine C qui est synthétique. Et vous savez, la plupart des vitamines C synthétiques peuvent provenir des industries pétrolières, parce que c'est fabriqué à partir du bitume, entre autres. Donc, comprenez bien que lire une liste d'ingrédients peut s'apparaître d'une importance capitale, puisque les molécules ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est en ça que la charte qualité donc, du laboratoire Holistica fait sens quand on souhaite défendre effectivement la naturalité des éléments, puisque vous avez accès à des formules 100% phytonutritionnelles avec des extraits de plantes, de champignons, d'algues et de fruits, dont sont issus les vitamines, les minéraux et les oligoéléments, il n'y a pas de molécules synthétiques, et dont les extractions n'ont pas recours à des solvants de synthèse et des solvants organiques comme l'acétone, le chloroforme ou l'acétate d'éthyle, puisque ce sont des extractions aqueuses quand on a des actifs hydrophiles. Vous prenez de l'acérola, vous faites une extraction aqueuse pour tirer la vitamine C parce que la vitamine C est hydrophile. Vous prenez du curcuma, vous faites une extraction hydroalcoolique au éthanol parce que les curcuminoïdes sont lipophiles. Donc le choix du solvant dépend de la polarité des actifs. Mais en l'occurrence, il y a des solvants qui sont plus nobles et des solvants qui sont, entre guillemets, moins nobles. Dans les formules donc, du laboratoire Holistica, vous avez une absence totale et intégrale de nanoparticules et d'autres excipients controversés comme les tensioactifs, les polysorbates, les polyéthylène-glycols et autres. Et vous avez, alors ça c'est une part de l'ombre, hein, mais c'est toujours quand même important de le signaler, hein, des contrôles analytiques qui sont quotidiens et qui garantissent l'absence de possibles perturbateurs endocriniens et de polluants dans les matières sélectionnées, mais dans les produits finis, sachant que les analyses sont réalisées par des laboratoires extérieurs indépendants, agréés ou qui répondent aux normes COFRAC. Donc, premier accompagnement, et il n'est pas celui auquel vous aurez très certainement pensé, curcuma. Mais dans la mesure où dans la physiopathologie du diabète, on a cette inflammation de bas grade qui est caractéristique et qui contribue à l'apparition donc d'une insulinorésistance, puisque l'inflammation, encore une fois, peut brouiller la transmission du signal de l'insuline, quoi de plus logique que de penser à une plante qui quand même est très valorisée à ses effets. Et avant même de parler donc de lutte contre cette inflammation de bas grade, c'est toujours de rappeler que quand on atteint un seuil à peu près de 200 à 300 milligrammes de curcuminoïdes par jour, on peut activer nos mécanismes de détoxication au niveau cellulaire, permettant de lutter contre la pollution environnementale, puisque je vous ai indiqué que l'exposome environnemental fait partie donc des agresseurs qui contribuent à l'apparition d'une insulinorésistance. C'est tout à fait logique que de chercher dans le monde des plantes des actifs et des synergies d'actifs, parce qu'on parle de curcuminoïdes au pluriel et pas de curcumine isolée, hein, des synergies d'actifs qui peuvent contribuer à lutter contre ces facteurs environnementaux pro-diabétogènes et donc avoir justement cette protection au niveau cellulaire. Donc dans cette publication, vous avez effectivement un intérêt des curcuminoïdes contre, par exemple, l'aluminium, le cadmium, les fluorides, contre l'acrylamide. Vous savez, le côté pain grillé. Les gens aiment beaucoup le pain grillé, mais quand c'est un peu trop grillé, les acrylamides qui sont présents ne sont pas forcément les meilleurs amis de l'organisme, hein. Contre l'arsenic, contre le glutamate, contre le cadmium, la nicotine, contre certains traitements médicamenteux très lourds et très toxiques pour le foie et pour les reins, comme par exemple certains traitements de chimiothérapie comme la cisplatine et l'oxaliplatine, entre autres. Donc c'est se dire que les curcuminoïdes, si on atteint un certain seuil d'actifs, contribuent à éliminer ces substances toxiques nocives pour l'organisme à titre d'être pro-inflammatoires et donc directement ou indirectement pro-diabétogènes. Par-dessus ces propriétés, les curcuminoïdes sont très connus pour être effectivement des polyphénols contribuant à lutter contre des réactions inflammatoires disproportionnées dans l'organisme et étant d'intérêt dans l'accompagnement des pathologies inflammatoires chroniques, dont pourrait faire partie le diabète de type 2. Et donc, ces curcuminoïdes, si on rapporte leur intérêt donc à la thématique du jour, peuvent contribuer à lutter contre l'insulinorésistance par différents biais, en diminuant l'inflammation de bas grade, donc là où il y a la souris,
en augmentant les capacités antioxydantes de l'organisme pour lutter contre le stress oxydatif qui est associé à l'insulinorésistance, participant à améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline, très intéressant, donc une action d'insulinosensibilisation, participant à lutter contre les dyslipidémies qui peuvent brouiller le signal de l'insuline en augmentant la bêta-oxydation des acides gras et en contribuant à réguler les flux de cholestérol et par-dessus en contribuant à équilibrer donc le métabolisme du glucose. En équilibrant la signalisation de l'insuline et en luttant contre l'insulinorésistance, les curcuminoïdes présentent un intérêt dans l'accompagnement du diabète de type 2, mais également dans l'accompagnement de l'obésité, dans l'accompagnement du syndrome métabolique et des complications cardiovasculaires associées. Donc c'est déjà une vue d'ensemble. Mais maintenant, si cette vue, nous la rapportons à une étude clinique, donc ici, vous avez effectivement une étude qui stipule qu'auprès de 100 sujets atteints de diabète de type 2, la prise concomitante de curcuminoïdes et de pipérine, donc 500 mg de curcuminoïdes et 5 mg de pipérine sur 3 mois, a permis d'améliorer effectivement les paramètres glycémiques et hépatiques, notamment à satalate. Certes, mais pourquoi cette synergie? Je vous rappelle quand même que les curcuminoïdes sont des polyphénols dont la biodisponibilité intestinale est très faible. On se situe autour de 2 à 3 et donc, tel que l'Ayurveda le mentionne depuis des millénaires, on mélange les épices pour permettre d'obtenir des effets majorés, plus intéressants, plus pertinents, plus équilibrés. Et effectivement, quand on associe, je cite, 1% de pipérine par rapport au taux de curcuminoïdes, même de curcumine, d'accord? Vous voyez ce ratio, 500 mg pour 5 mg, on est à 1% tout pile, hein. On augmente la biodisponibilité et l'assimilation de 20 fois, donc c'est 2000 pourcentages et c'est 20 fois en valeur absolue, hein, 20 fois l'assimilation effectivement de la curcumine et des curcuminoïdes au niveau intestinal, donc d'une biodisponibilité qui ne serait que de 2 à 3 on passerait donc à près de 60 et donc là, on peut effectivement, entre guillemets, «jouir» des actifs et des effets que nous recherchons, pour un patient X ou Y. Et quand on augmente ce seuil, cette synergie si particulière et si connue à la fois, de curcuminoïdes avec la pipérine, donc on est toujours sur ce ratio d'1%, hein, 1000 mg de curcuminoïdes et 10 mg de pipérine sur 3 mois auprès de sujets qui étaient donc atteints d'un diabète de type 2, il a été effectivement observé une amélioration du métabolisme des glucides et des lipides en diminuant l'inflammation de bas grade et c'est très marqué avec une diminution du TNF-alpha. Donc c'est quand même très pertinent parce que c'est une cytokine qui est très inflammatoire, notamment lorsqu'elle est excrétée en excès, sécrétée pardon, en excès, et qui contribue à l'équilibrage des adipokines en réduisant la résistance à la leptine et en augmentant la sensibilité à l'adiponectine en lien avec les résultats mis en avant. Et donc, vous avez cette spécialité dont je vous ai déjà parlé donc sur les précédents webinaires, avec donc dolupérine. Vous voyez la liste des ingrédients, encore une fois, ça fait foi, hein, c'est ça qu'il faut lire en premier lieu, hein. Un extrait de curcuma, le rhizome qui est utilisé dans la plante, avec l'espèce de curcuma, Curcuma longa, titré en curcuminoïde. C'est le premier ingrédient qui apparaît dans la liste, c'est donc le plus concentré. Vous avez de l'extrait de gingembre, le rhizome de Zingiber officinale. Vous avez donc une gélule d'origine végétale de l'hypromélose, donc naturelle, végétale. Vous avez du stéarate de magnésium d'origine végétale, donc un antiagglomérant naturel pour permettre à ce que justement les composants qui sont dans la gélule ne prennent pas masse. Et vous avez en dernier lieu, ce qui n'est pas illogique parce qu'on a une toute petite concentration d'extrait de poivre issu de la graine de Piper nigrum, de poivre noir, titré et concentré en pipérine. Et vous avez dans la partie de droite donc la composition analytique avec donc les teneurs propres à chaque composant. Vous avez bien pour une gélule 300 mg de curcuminoïdes, donc on est assez proche des seuils que je vous ai cités, avec 3,75 mg de pipérine. Donc vous voyez le ratio 300 pour 3,75, on est proche des 1%. Et à titre de comparaison et de compréhension, sachez que 3,75 mg de pipérine, ça ressemblerait à un quart de tour de moulin de poivre. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait entendable, mais qui est tout à fait supportable pour le système digestif de sujets qui seraient peut-être sensibles. Et c'est l'excès qui est problématique, mais à ces seuils-là, toute personne peut le tolérer correctement. Je ferme la parenthèse sur ce premier outil qui vous est proposé.
le deuxième, donc c'est la vitamine D, très important. Je ne sais pas si vous y auriez pensé, dans vos, suggestions d'accompagnement donc par rapport au diabète. Mais sachez qu'effectivement donc, nous rentrons dans la saison automnale-hivernale, donc on est effectivement dans une période où conseiller de la vitamine D prend tout son sens, hein. Mais au-delà de ça, vous avez d'autres causes qui contribueraient à réduire effectivement les niveaux de vitamine D dans l'organisme, hein. Donc, la saisonnalité, le degré d'exposition au soleil, bien sûr, ça va avec, hein. Vous avez donc la pollution environnementale, hein, la couche d'ozone et les polluants dans l'air font qu'il peut y avoir un effet un peu barrage pour que le rayonnement solaire, influence moins donc et impacte moins notre peau et réduisant par effet rebond donc la synthèse de vitamine D. La prise de médicaments, la fatigue hépatique, la fatigue rénale, l'inflammation intestinale sont autant de facteurs qui contribuent à réduire les niveaux de vitamine D dans l'organisme et là on bifurque sur la partie droite du schéma et parmi les causes et les problématiques associées à une carence en vitamine D apparaît en son centre, entre guillemets, le diabète de type 2, puisqu'effectivement la vitamine D a une action très hormonale, très endocrinienne. On pourrait l'appeler hormone D, ça serait la même chose. Et effectivement, on a un spectre de répercussions, tant sur le système neurologique, le système ORL, le système immunitaire, le système cutané, le système ostéomusculo-articulaire, que le système endocrinien métabolique avec le diabète de type 2. Donc, je vais vous rappeler les étapes essentielles de la métabolisation de la vitamine D et donc le lien avec le diabète. Mais il faut d'abord comprendre comment la vitamine D est métabolisée et quels en sont les acteurs qui contribuent à cette métabolisation. Donc, je rappelle que vous soyez, pardon, que vous vous exposiez au soleil, vous produisez donc de la vitamine D3 au niveau de la peau ou que vous consommiez des aliments avec des sources exogènes de vitamine D, de la vitamine D2 issue du monde végétal ou de la vitamine D3 issue du monde animal, certes, ou que vous consommiez un complément alimentaire ou un médicament. Quelque part, c'est à peu près la même analogie. Ce sont à chaque fois des précurseurs, qu'ils soient D2 ou D3. Ces précurseurs vont être transportés dans le sang par un transporteur qui s'appelle DBP, Vitamin D Binding Protein, d'accord? Ces transporteurs vont acheminer ces précurseurs de vitamine D dans le foie, où va être opérée une première hydroxylation, donc une réaction enzymatique, la tâche d'un groupement hydroxy-OH, donc en position 25 pour aboutir à la production de 25 OH vitamine D. Vous savez, c'est ce qu'on mesure dans les bilans. Ça, c'est la forme de réserve hépatique. Cette forme de réserve, elle a une demi-vie d'à peu près 3 à 4 semaines. Donc effectivement, c'est très, c'est pertinent de mesurer cette valeur dans un bilan parce qu'on estime donc les capacités de réserve. Encore faut-il que cette réserve, si elle se libère, puisse être convertie, notamment au niveau des reins, par la 1-alpha-hydroxylase, une deuxième hydroxylation, donc en position 1, et donc aboutissant à la production de 1,25 double hydroxylation vitamine D, qu'on appelle le calcitriol. Et c'est ce calcitriol et lui seul qui est à l'origine des effets génomiques et non génomiques, des effets de la vitamine D, qu'on accorde à la vitamine D. Vous savez, pour les os, les articulations, le système digestif, l'immunité, c'est le calcitriol qui est à l'origine de ces effets. Ce n'est pas le précurseur de vitamine D. Et pour obtenir ce calcitriol, les étapes que je viens de vous citer sont magnésiodépendantes. Donc si, et je vais dire une analogie qui est une fausseté, mais c'est pour que vous puissiez comprendre l'intérêt. Si demain vous apportez 100 millilitres de vitamine D à un sujet et qu'il n'y a pas la quantité de magnésium pour y faire face, les étapes d'hydroxylation ne pourront pas s'opérer puisqu'il manquerait le cofacteur. Donc c'est très important quand vous faites un conseil avec de la vitamine D d'y associer le cofacteur majoritaire qui est le magnésium, mais ce n'est pas le seul, hein, bien sûr issu de l'assiette dans son maximum, mais peut-être aussi issu d'un accompagnement phytonutritionnel bien ciblé. Et quand on a ce calcitriol, alors c'est très biologie cellulaire, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, mais vous allez comprendre le schéma. Vous avez ici, sur la partie gauche du schéma, donc ce rond rouge qui correspond au calcitriol. Ce calcitriol va rentrer dans la cellule, activer ce qu'on appelle le VDR, le récepteur de la vitamine D. Ce binôme, calcitriol et récepteur de la vitamine D, va se dimériser, notamment avec le récepteur à l'acide rétinoïque, donc c'est le RXR, entre autres, et c'est le trinôme
qui va activer, je cite, certaines zones au niveau des gènes qu'on appelle des VDRE, activant donc en fait la transcription des gènes qui codent à gauche pour le récepteur de l'insuline et à droite qui code pour la sécrétion d'insuline en elle-même. Donc, c'est très important de prendre en compte la saisonnalité pour un même sujet diabétique, parce que si on est en été, si on est en hiver, on n'a pas forcément les mêmes flux de vitamine D. On pourrait tout à fait envisager des variations de glycémie et d'hémoglobine glyquée simplement sur ce flux de vitamine D qui n'est pas le même. Donc effectivement, j'ai un réflexe aujourd'hui qui est très personnel, mais un réflexe qui est très important. Je pense systématiquement à la vitamine D pour tout conseil d'un sujet qui est atteint d'un prédiabète ou d'un diabète. D'ailleurs, au passage, qu'il soit de type 1 ou de type 2. Donc ça, c'est vraiment l'une des actions phares de la vitamine D, du calcitriol de sa forme active, hein. Encore une fois, n'ayons pas d'abus de langage. Ce ne sont pas les précurseurs qui apportent les effets, mais ce sont bien les formes actives. Donc ça, c'est le premier point. Et information, entre guillemets, doublement méconnue, hein, c'est l'action du calcitriol sur le métabolisme des graisses. À savoir qu'effectivement, le calcitriol inhibe ce qu'on appelle nos enzymes lipogéniques qui fabriquent le gras, activant au contraire nos enzymes lipolytiques qui interviennent dans la combustion des graisses et permettant, pardon, de lutter contre la résistance à la leptine et d'améliorer la sensibilité des adiponectines, qui sont ces adipokines sécrétées notamment par le tissu adipeux et qui contribuent justement à la bêta-oxydation des acides gras. Donc, un conseil avec de la vitamine D et son cofacteur majoritaire, le magnésium, permettant de fabriquer du calcitriol pour équilibrer le métabolisme des glucides et le métabolisme des lipides, est essentiel pour lutter contre l'insulinorésistance et donc accompagner, entre guillemets efficacement, mais en tout cas le plus correctement possible, un sujet atteint d'un diabète. Maintenant, c'est toujours une information qui ressort, hein. Est-ce que c'est incurable? On a toujours tendance, vous savez, à penser qu'un diabète, qui plus est de type 2, hein, est incurable et que les personnes ne peuvent pas se soigner. Écoutez, hein, chacun aura son avis sur la question, mais je préfère parler d'études, hein. Vous avez ici une méta-analyse qui a été publiée en 2020 dans Diabetes Care, hein, qui est une revue très, très connue sur le diabète. Donc 8 études et 4 896 sujets prédiabétiques, où il a été mis en évidence qu'une supplémentation en vitamine D non seulement était associée à une réduction du risque d'apparition d'un diabète de type 2, mais également était associée à une augmentation du taux de réversion vers ce qu'on appelle un état normoglycémique. On a donc pu retourner en arrière grâce à une supplémentation en vitamine D. J'ose espérer que dans le concept des études, il devait y avoir très certainement, bien sûr, des règles hygiéno-diététiques, certes, mais je trouve ça très intéressant, effectivement, de mettre en avant une réversibilité. Maintenant, la question qui doit ressortir de ces informations, c'est que oui, la supplémentation en vitamine D a été très pertinente, mais quelle a été la dose mise en avant pour obtenir cette réversion? Ça paraît logique de se poser la question. Et donc, vous allez avoir deux études pour justement y faire face. Donc ici, vous avez une étude donc publiée en 2017, hein, menée sur 65 adultes donc en surpoids et ou obèses, carencés en vitamine D, donc avec, vous voyez, un taux de 25 OH qui n'est pas la 1,25 OH, mais en tout cas un taux de réserve très bas, hein, inférieur à 50 nanomoles par litre, où il a été mis en évidence qu'une prise d'un bolus de 100 000 UI de cholécalciférol, plus 4 000 UI pendant 16 semaines de vitamine D, n'avait aucunement amélioré la sensibilité et ou l'action et la sécrétion d'insuline comparativement aux sujets qui étaient placebo et qui ne prenaient pas ces doses très importantes de vitamine D. Comment cela se fait-il que ces sujets prenant des doses aussi importantes n'aient pas des résultats plus significatifs que des sujets dits placebo qui étaient en surpoids et obèses, mais qui ne prenaient pas de la vitamine D? Donc, pour comprendre un peu les mécanismes qui seraient derrière ces informations, donc vous voyez ici l'étude, elle est en juin 2017, on va retourner en arrière et on va aller en septembre 2009, hein, puisque c'est la date à laquelle a été, comment dire, publié cette étude, donc dans la revue Research Anti-Cancer, où il a été posé la question pourquoi l'administration de doses en bolus de vitamine D pourrait ne pas être efficace dans la prévention de diverses pathologies, dont le diabète de type 2 ou encore donc les cancers.
Et les auteurs ont émis des suggestions, et encore, il faut se dire que c'était il y a 15 ans, bien entendu, la littérature a pu s'étoffer avec les années depuis, mais il a été mis en avant par les auteurs que des concentrations élevées en circulation après l'administration d'une dose en bolus pourraient déréguler de manière chronique l'activité des enzymes qui sont responsables justement des hydroxylations de la vitamine D, donc la 1-alpha hydroxylase et ou la 25-alpha hydroxylase, mais également de la dégradation de ce calcitriol en acide calcitroïque, qui est donc une troisième hydroxylation en position 24 cette fois-ci. Donc c'est très important effectivement d'avoir ces notions de compréhension pour se dire que quand on manque effectivement de vitamine D et de calcitriol, on peut effectivement être sujet à développer des dérèglements métaboliques et endocriniens à type de diabète, d'insulinorésistance, très bien, mais on peut se dire que l'excès pourrait être tout aussi problématique, mais pour d'autres raisons. Donc le plus important, effectivement, c'est d'apporter des doses justes, des doses physiologiquement reconnaissables, donc naturelles, mais surtout physiologiquement reconnaissables et utilisables par nos propres capacités enzymatiques. Et donc, vous avez dans cet essai randomisé, contrôlé donc en double aveugle versus placebo, donc 80 adultes japonais, où il a été mis en évidence qu'une prise de 428 de vitamine D pendant un an a permis de naturellement réguler la glycémie à jeun, de naturellement réduire la résistance à l'insuline et, très intéressant, vous voyez, je l'ai mis en gras sur le côté, d'augmenter autant le flux de calcidiol que le flux de calcitriol. J'augmente le flux de 25 OH, vitamine D, calcidiol, la réserve, mais j'augmente également le flux de calcitriol, la 1,25 OH de vitamine D, qui est à l'origine donc des effets proactifs de la vitamine D. Et donc, on a comment dire, cette opposition entre, en arrière, 100 000 UI de cholécalciférol et 4 000 UI par jour pendant 16 semaines, des doses massives, j'ai envie de dire, à l'américaine, hein. Et vous avez ici des doses qui, pour certains, seraient complètement inappropriées et qui, pourtant, pourraient apporter donc des effets tout aussi pertinents. Alors, bien sûr, c'est 80 sujets. Certains diront que c'est un échantillonnage qui n'est pas représentatif de la population, et je le conçois, certes. Mais c'est quand même intéressant, justement, de comparer ces informations et se dire que, finalement, si j'apporterais des doses plus justes avec des bons cofacteurs, des bonnes synergies de sources naturelles, je pourrais tenter d'obtenir des effets tout aussi pertinents que des doses massives isolées. Et donc, dans la gamme Holistica, vous avez cette interconnexion donc, de ces trois références avec donc, Ultra Vegan D3, donc, qui est de la vitamine D provenant du lichen boréal, donc source naturelle, qui est sur un support d'huile d'avocat, puisque l'huile d'avocat contient des phytostérols. Et les phytostérols, vous savez, sont des stérols très particuliers dans le monde des plantes. C'est un peu le cholestérol végétal, hein. Et donc, ces phytostérols ont montré dans des publications comme pouvant potentialiser donc, les effets immunorégulateurs de la vitamine D. Donc ici, vous avez une première synergie. Une goutte, c'est 208, puisque la réglementation française stipule que pour avoir 100% des AJR en vitamine D, c'est réglementaire, il est important d'apporter donc 208. Donc c'est ce qu'on a par goutte. Après, bien entendu, le professionnel de santé adapte les posologies en fonction des analyses et en fonction de son anamnèse. En tout cas, nous, on doit se référer donc à la réglementation. Ça, c'est le premier point. Ultra désium, c'est ultra vitamine D magnésium. 2 gouttes d'Ultra Vegan D3, c'est 408. 2 gouttes d'Ultra Vitamine D Magnésium Ultra Désium, c'est 408. On est sur la même quantité de vitamine D, 2 gouttes ou 2 gélules. Et 2 gélules d'Ultra Désium, pour le magnésium cette fois-ci. 2 gélules, c'est une cuillère à café rase de poudre d'Ultra Magnésium marin, c'est la même poudre, d'accord? C'est une eau de mer qualitative qui concentre effectivement différents sels de magnésium. Et vous savez très bien que dans l'eau de mer, on a beaucoup d'oligoéléments et de minéraux. Il y a plus de 90 minéraux et oligoéléments cofacteurs précisément. Et donc, vous avez effectivement une cuillère à café rase de poudre d'ultramagnésium à diluer dans 1 litre d'eau, à boire tout au long de la journée, comme une eau de boisson, très pertinent pour avoir différents sels de magnésium et tous ces oligoéléments et minéraux cofacteurs. Cette cuillère à café rase dans 1 litre peut s'associer avec effectivement 2 gouttes d'Ultra Vegan D3,
et donc vous avez 408 de vitamine D et vous avez 520 mg d'eau de mer avec 300 mg de magnésium élément dans la poudre, et 2 gouttes plus une cuillère à café rase de poudre égale 2 gélules d'ultra-désium pour avoir cet effet, donc effectivement 2 en 1. Bon, bien sûr, c'est résumé d'une façon très sommaire, mais c'est pour que vous ayez effectivement les informations générales. Donc, de par ma profession, je peux donner mon exemple, hein, donc c'est peut-être aussi plus parlant. Je suis plus adepte effectivement de consommer de la poudre parce que je parle beaucoup, et effectivement, bah, ça donne soif. Donc pour moi, c'est plus logique de mettre de cette poudre d'eau de mer, dans 1 litre d'eau, 1,5 litre à boire tout au long de la journée, et c'est ce qui me permet de me forcer à m'hydrater aussi parce que des fois on n'y pense pas et on est un peu chameau, donc c'est important, et d'avoir effectivement cette prise de 2 gouttes d'Ultra Vegan D3 naturellement 408, bah, entre novembre et mars-avril, qui est quand même la période qui est donc recommandé pour faire donc des accompagnements et des cures. Et bah, des fois, ben, on ne veut pas boire 1 litre et demi, on n'a pas envie. Oh, le goût de la goutte, l'avocat, c'est pas génial, peu importe. On prend 2 gélules et on a donc les mêmes quantités d'actifs issus. Exemple, vous êtes face donc à un bilan, que c'est un bilan, pardon, d'une collaboratrice, donc qui est professionnelle de santé, qui un jour me contacte et qui me dit: «Sylvain, heu, on me diagnostique», elle devait avoir, de souvenir 34 ans à peu près, donc une personne très jeune, hein. «On me diagnostique un prédiabète, voire même un diabète à mon âge, le ciel lui tombe sur la tête». Elle est professionnelle de santé, elle connaît le diabète de type 2. De suite, dans son esprit, c'est une maladie incurable, le ciel lui tombe sur la tête, que faire? Elle connaît les médicaments, elle connaît la metformine, elle connaît la plupart des traitements, elle sait que c'est pas forcément toujours, toléré par les sujets, et donc elle me contacte et me dit: «Sylvain, écoute, moi je suis pas dans ton domaine, moi la phytonutrition, c'est effectivement pas forcément ce que je conseille au quotidien. Maintenant, bah, j'y crois et j'aimerais que tu m'accompagnes». Donc je lui dis: «Écoute, moi la première des choses, c'est toujours de mesurer la vitamine D, parce qu'effectivement, la vitamine D, le calcitriol contribuent à activer la transcription de gènes qui code pour l'insuline et pour le récepteur de l'insuline, ça prend tout son sens. Je recentralise l'information. Lorsque le bilan a été effectué, nous nous situions à l'époque au mois de février à peu près, janvier-février. Donc c'était effectivement important de partir sur cette piste. Et donc je lui dis bien, je lui explique la différence et elle l'entend, hein. Attention, la 25OH vitamine D sur la gauche de l'écran, sur la première partie, c'est la forme de réserve, mais tu peux avoir une forme de réserve autant réduite qu'importante. C'est la façon dont le corps va utiliser cette réserve et la convertir en calcitriol qui, elle, est l'information la plus importante pour comprendre si ton insulinorésistance proviendrait d'une carence ou non. Donc, bien entendu, le médecin mesure la 25OH, hein, c'est l'analyse conventionnelle. Je ne suis pas là pour juger et j'en comprends bien sûr les habitudes. Et vous voyez ici, vous avez 21 nanogrammes. À la suite de cette analyse, parce que normalement les slides défilent en différé, là elles apparaissent d'un bloc. Il faut se dire qu'au moment où l'analyse a été faite, le médecin a prescrit 100 000 UI, une ampoule. Je lui ai dit: «Tu devrais mesurer la 1,25 double hydroxylation vitamine D», donc le calcitriol qui apparaît sur la droite. Donc elle m'a écouté, elle est allée donc voir le laboratoire d'analyse, donc elle a payé, l'analyse, hein. De souvenir, je crois que c'était une vingtaine ou une trentaine d'euros, c'est pas si onéreux, et vous voyez que finalement à gauche, on est à 21 nanogrammes, donc inférieur à 30, supposément une carence quand même assez importante, et à droite, vous avez la conversion de cette réserve en calcitriol. Vous êtes à 60 picogrammes. Alors, il faut savoir que le calcitriol a une demi-vie d'à peu près 3 à 4 heures. Et vous voyez, on a 60 picogrammes alors que la norme, c'est 19,9 à 79,3. Donc, en fait, la personne, à l'instant T, mais ce n'est pas illogique, puisqu'on serait donc en janvier-février, elle a une réserve assez basse, mais au vu de la saisonnalité, OK. Par contre, elle a une conversion magnifique. Ça sous-entend que non seulement elle utilise sa réserve correctement, mais que ça sous-entend qu'elle ait du magnésium pour pouvoir convertir correctement la réserve. Donc, selon moi, à l'instant T, ce n'était pas la cause possible nutritionnelle de cette insulinorésistance, et donc une analyse complémentaire a été effectuée avec l'homocystéine qui apparaît au-dessus, comme vous le voyez à l'écran, avec un taux qui était de 15 micromoles par litre. Donc moi, je préfère suivre la norme européenne qui est de 4 à 7 micromoles. Donc l'homocystéine, parce qu'on va
venir juste après. Donc c'est un acide aminé qui est non protéinogène, donc qui ne rentre pas dans la fabrication des protéines, et c'est un acide aminé qui effectivement est un facteur qui est prodiabétogène, puisque d'après l'ADA, l'ADA, donc l'association diabète américaine, stipulant qu'il existe une dizaine de facteurs diabétogènes parmi les plus incriminés: l'alcool, le tabac, la sédentarité, la junk food, hein, donc la malbouffe, les carences en vitamine D, la présence d'homocystéine, c'est un facteur diabétogène au même titre que d'autres, et l'homocystéine, facteur diabétogène qu'il peut être, n'existe que par la carence en vitamine B. C'est ce que nous avions vu précédemment pour les personnes qui étaient présentes sur les anciens webinaires sur le leaky gut syndrome et sur l'endométriose. Je vous en avais fait part. Effectivement, l'homocystéine peut être d'intérêt dans les analyses puisque sa présence traduit une carence en vitamine B active en vitamine B méthylée, et que l'homocystéine, donc en l'occurrence c'est la piste que j'ai suivie pour ma collaboratrice, je vous donnerai donc le résultat entre guillemets à la fin, c'est que l'homocystéine, lorsqu'il est présent, il a tendance à brouiller la signalisation de l'insuline. C'est un facteur bloquant. Donc effectivement, l'homocystéine va diminuer la sensibilité à l'insuline, va diminuer la signalisation de l'insuline, mais va également diminuer la synthèse du récepteur à l'insuline lui-même. C'est quand même assez aberrant. Donc on a toujours tendance à parler d'insuline, insuline, insuline. N'oublions pas le récepteur aussi qui participe à sa signalisation. Ça paraît logique. Et donc l'homocystéine est un facteur de risque incriminé dans la pathogénie du diabète de type 2 et des atteintes cardiovasculaires associées, puisque l'homocystéine est un facteur qui est procoagulant et qui est pro-hypertenseur, pro-problématique au niveau cardiovasculaire. Et pourquoi on parle d'homocystéine? C'est en lien avec une information dont je vous avais fait part, donc c'est effectivement ce polymorphisme MTHFR qui touche l'Europe, à savoir que quand par exemple vous consommez de l'acide folique, quand vous consommez des épinards, des folates, ce sont des précurseurs. Vous savez, c'est comme la vitamine D2 et la vitamine D3 transformées en calcidiol dans le foie, transformées en calcitriol à travers les reins, certes. Pour les vitamines B, pour certaines, c'est un peu le même exemple. On a de l'acide folique, on a des folates qui doivent être convertis par une enzyme MTHFR, méthyltétrahydrofolate réductase, en méthylfolate. Et les méthylfolates sont la forme active physiologique de la vitamine B9. Les méthylfolates sont à la vitamine B9, ce que le calcitriol est à la vitamine D, pour que vous compreniez l'analogie, d'accord? Ce méthylfolate est essentiel puisqu'il soutient le cycle enzymatique de méthylation avec la vitamine B6 et la vitamine B12 pour recycler naturellement l'homocystéine qui est un facteur diabétogène. Or, cette enzyme MTHFR qui permet de fabriquer donc le méthylfolate à partir des folates que nous récoltons à travers les légumes verts, d'accord? Quand l'enzyme est atteinte, avec ces polymorphismes, alors à l'écran, c'est le polymorphisme hétérozygote. Vous avez 46% estimés des Français donc, de cette publication qui présenteraient un polymorphisme hétérozygote du MTHFR, à savoir que l'enzyme ne fonctionnerait qu'à 50% de son activité en moyenne. 32% des personnes en Allemagne, 62% des Italiens, plus de 50% dans les pays Balkans. Et donc, effectivement, on se rend compte qu'il y a un polymorphisme qui est assez prononcé. Et ce qui n'est pas sur la carte, mais ce qui est aussi important à mentionner, c'est qu'il y a un polymorphisme homozygote. L'enzyme ne fonctionnerait qu'à 15% de son activité supposée au maximum. Et ce polymorphisme homozygote impacterait 15 à 20% en moyenne de la population européenne. Donc, c'est se dire qu'effectivement, on a un polymorphisme génétique qui impacte une enzyme empêchant de transformer les précurseurs de vitamine B9 en méthylfolate forme active. Irrémédiablement, si je produis moins de méthylfolate, je vais augmenter substantiellement donc mon taux d'homocystéine. Et si je retourne en arrière, mon taux d'homocystéine est un marqueur et est un facteur étiologique significatif, effectivement diabétogène. Donc, c'est une information à prendre en compte. Et c'est ce que je vous mentionne, ce polymorphisme. Vous voyez dans cette méta-analyse de 68 études, 10 000 sujets environ diabétiques de type 2 et presque 9 000 témoins, où il a été mis en évidence dans cette méta-analyse une corrélation significative, positive, entre le polymorphisme homozygote MTHFR et le diabète de type 2,
Alors il se trouve que dans cette méta-analyse, les populations asiatiques et maghrébines étaient plus impactées que les Européens, certes. Bien sûr, après, il y a des ethnicités à prendre en compte, des régions géographiques, mais il est très important, effectivement, de prendre en compte ces informations. Et c'est la raison pour laquelle, avec Ultra Vegan B, que vous devez certainement connaître aujourd'hui, cette formule phytonutritionnelle très intéressante, un comprimé apporte 100% de l'ensemble des vitamines du groupe B, provenant exclusivement, et c'est mentionné ici même, de graines de sarrasin germé, de goyave, de citron et de basilic sacré, 100% à minima de toutes les vitamines B pour un seul comprimé, dont les vitamines B9 et B12 sous leur forme active dite méthylée avec le méthylfolate et la méthylcobalamine. Ça sous-entend qu'avec Ultra Vegan B, je reviens en arrière, ici même, d'accord? Puisqu'ici, la personne qui serait atteinte d'un polymorphisme, elle ne sait pas, surtout si elle est homozygote au niveau MTHFR, elle ne sait pas convertir convenablement les folates des épinards en méthylfolate. Mais si la personne fait une cure d'ultra vegan B, puisqu'on apporte des méthylfolates, ça saute la mutation. Et on apporte, entre guillemets, sur un plateau, bien sûr j'image pour être correct, on apporte sur un plateau ce que le corps ne peut plus convertir de lui-même puisqu'il présente une anomalie génétique et enzymatique. C'est en ça qu'effectivement Ultra Vegan B est très important puisqu'on apporte ces vitamines B méthylées que le corps pourrait, selon s'il est atteint d'un polymorphisme, ne plus pouvoir produire correctement. Donc, vous avez une boîte de 30 comprimés, ça dure un mois, donc c'est plutôt intéressant. Un seul comprimé par jour pour couvrir donc les agirs en vitamine B. Et cet accompagnement est d'autant plus important pour l'information qui suit, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est prescrit par le corps médical pour accompagner un diabète? Ben, c'est la metformine, vous le savez très bien. Alors, je vais faire une analogie de pharmacien parce que pour moi, ça prend tout son sens. Si demain, vous avez un sujet qui vient donc à la pharmacie, ou parce que si parmi nous, il y a des médecins, ça peut être tout autant possible, vous prescrivez donc un anti-inflammatoire non stéroïdien, ou vous êtes à la pharmacie et vous délivrez un anti-inflammatoire non stéroïdien, l'ibuprofène, par exemple, pourquoi pas. Vous savez très bien que ce sont des médicaments qui peuvent éventuellement fragiliser donc le système gastrique des sujets, et donc la prescription médicamenteuse veut qu'on y ajoute un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons, peu importe ce qu'on pense du médicament, mais qui, sur le papier, est supposé protéger les effets gastro-irritants dus aux médicaments. Il faut savoir que la metformine, et vous avez le Vidal qui l'atteste, peut réduire les taux sériques de vitamine B12, sauf que si on réduit les taux sériques de vitamine B12, on réduit les capacités de méthylation de l'organisme, et donc on augmente le taux d'homocystéine, qui est un facteur diabétogène, alors qu'on donne un médicament, une metformine, qui est censé lutter contre le diabète. C'est le chat qui se mord la queue. Donc, je me pose toujours la question, comment ça se fait que cette information qui est publiée dans le Vidal ne soit pas émise et mentionnée auprès des professionnels de santé pour que justement, lorsqu'une délivrance de metformine est réalisée, ben, on puisse mentionner, bon alors écoutez, c'est un médicament qui peut éventuellement dépléter la vitamine B12, il serait tout aussi judicieux que vous puissiez dans votre assiette retrouver des aliments, entre guillemets, riches en vitamine B12, et que si ce n'est pas le cas pour une raison ou pour une autre, ça vous appartient, vous puissiez vous accompagner, et éventuellement, et pourquoi pas, comme à l'écran, d'une cure d'ultra vegan B, avec une vitamine B12 méthylcobalamine, qui est donc une forme active directe, certes. Et donc, pour appuyer cette information du Vidal, donc je vous ai cité l'une des publications que normalement je transmets lors de mes enseignements, donc on est en mai 2022. Vous voyez le titre, hein. Une carence en vitamine B12 induite par la metformine peut provoquer ou aggraver une neuropathie symétrique, autonome et cardiaque distale chez le patient diabétique. À vos souhaits. Donc, je résume. Il a été stipulé que la prise de metformine, plus d'un gramme par jour en moyenne, plus ou moins des IPP pendant 5 ans et plus, pouvait entraîner des carences importantes en vitamine B12, avec de facto une hyperhomocystéinémie, contribuant à ce qu'on appelle au développement de polyneuropathie variée, à savoir une démyélinisation à dénervation cardiaque et une neuropathie autonome cardiaque. C'est quand même assez effrayant. Donc ces informations, je suis pharmacien, j'y ai pas forcément eu accès lors de mon cursus universitaire, en tout cas pas à mon souvenir. Et donc c'est une information qui pour moi est bien trop peu relayée pour les professionnels de santé et les praticiens qui accompagnent. Et donc c'est une information que vous devriez prendre en compte. Donc effectivement, une cure d'ultra vegan B, autre que je suis fatigué mentalement, je suis fatigué physiquement, j'ai besoin d'un coup de fouet.
pourrait s'avérer bien plus judicieuse, notamment dans l'accompagnement du sujet diabétique de type 2. Et dans le monde végétal, vous avez plein de plantes qui sont connues pour accompagner donc le diabète. Bon, vous avez le fenugrec, vous avez la cannelle, vous avez le mûrier, vous avez la myrtille, vous avez l'épine vinette, berberis. Et vous avez, je pense que vous ne connaissez pas donc ce joli concombre qui pendouille à l'écran, qu'on appelle donc, un concombre amer. Donc, c'est de la maumordique, c'est son nom, donc concombre amer, maumordique, melon amer. Ce sont des noms vernaculaires qui sont différents, qui est une plante endémique qu'on retrouve dans énormément de pays à travers le monde, hein. Donc c'est une cucurbitacée. Vous savez, chez nous, on a les concombres verts lisses qu'on met dans la salade, hein, dans une salade niçoise par exemple, hein. Donc c'est une cucurbitacée, c'est un concombre, comme vous le voyez, qui paraît un peu plus grumeux, un peu plus cactus, et qui concentre des actifs très amers. C'est pour ça qu'on l'appelle concombre amer. Et dans le jargon phyto, on a tendance effectivement à corréler cette maumordique à la metformine. Vous savez, c'est comme le cassis qu'on appelle cortisone-like. On a tendance dans les études à stipuler que la maumordique pourrait être une metformine végétale. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et en l'occurrence, j'ai fait ma thèse de pharmacien sur cette plante, donc je pense que je suis à même effectivement de mentionner cette information. Et donc cette plante, vous voyez dans sa composition, phytochimique et nutritionnelle, concentre effectivement sur un plan nutritionnel, hein, de la vitamine A, de la vitamine C, des vitamines B, des fibres, des minéraux, donc c'est très riche nutritionnellement, mais alors surtout, il y a une composition phytochimique merveilleuse avec effectivement des saponines triterpéniques, des saponosides, des flavonoïdes, des polyphénols, des acides phénoliques. On a quand même une richesse de plus de 200 à 250 phytocomposants qui sont à l'origine effectivement de cette polyvalence qui est associée à la plante. Donc effectivement, vous voyez ici un fruit vert, parce que c'est un fruit qui est immature, et le côté orangé, c'est un fruit mature en fait. Il a tendance à se colorer lorsque le fruit mature. Et ce fruit, vous le retrouvez, pour vous donner un exemple, hein, à La Réunion, ça s'appelle la margose. On en retrouve dans les Antilles. On en retrouve au Vietnam. On en retrouve par exemple, vous savez, dans la soupe pho, PHO, ces soupes qu'on consomme au restaurant vietnamien. On en retrouve par exemple dans certains pays d'Afrique, hein, au Bénin. On en retrouve dans énormément de civilisations, en Jamaïque et autres. Et donc, cette mordique et ces phytocomposants et ces phytonutriments, d'accord, contribuent à l'accompagnement du diabète de type 2. À savoir que ce sont des composants qui vont améliorer la transmission du signal de l'insuline, permettant d'activer, là où il y a la flèche au centre du schéma, les transporteurs de glucose qui vont mieux bourgeonner à la membrane pour mieux faire rentrer le glucose dans la cellule. Mais quand le glucose va rentrer dans la cellule, la mordique contribue également à améliorer la signalisation pour stocker ce glucose en glycogène. Ça sous-entend que je vais mieux faire rentrer le glucose dans ma cellule et mieux le stocker sous forme de glycogène pour mieux supporter les épisodes potentiels hypoglycémiques entre les repas. C'est plutôt avantageux. Au-delà de ça, dans le tissu adipeux, la maumordique va contribuer à réduire la résistance à l'insuline, à la leptine, et va contribuer à augmenter la sensibilisation à l'adiponectine, et également va permettre d'améliorer la sensibilisation aux hormones thyroïdiennes. L'ensemble de ces régulations physiologiques va permettre d'aider à normaliser la glycémie, va permettre d'améliorer donc une action satiétogène dans le centre de l'appétit, dans l'hypothalamus, via effectivement une meilleure action de la leptine, parce que vous savez que c'est l'hormone de la satiété. Très intéressant quand vous avez un sujet qui a des fringales et qui mange un carré de chocolat, qui ne l'a pas fait, hein. On jette la pierre à personne, mais qui mange un carré de chocolat et qui, dans la minute, a mangé la moitié de la tablette. Je pense qu'on est probablement tous passés par là dans notre vie, hein. Les conditions de vie faisant qu'on est un peu plus stressé, donc on a tendance à se rassurer avec des aliments que nous aimons, on est effectivement sur un possible, effectivement, une possible résistance à la leptine. Donc vous avez effectivement une formule phytonutritionnelle qui pourrait aider en ce sens. Et pour terminer, donc de par ces régulations des adipokines et une lutte contre l'insulinorésistance, on a effectivement une plante qui peut être tout à fait pertinente pour lutter contre les dyslipidémies,
permettant d'améliorer donc la bêta-oxydation des acides gras et permettant d'équilibrer effectivement le flux de graisse dans l'organisme. Et sur un bilan, c'est ce qui peut aider à peut-être aussi réguler le taux de triglycérides, le taux de cholestérol, quand on a une dyslipidémie apparente seule qui prédispose à l'insulinorésistance et au diabète, ou quand on a une insulinorésistance et un diabète qui prédispose à une dyslipidémie, puisque c'est bidirectionnel. Donc, vous avez effectivement une formule qui s'appelle donc Glucolistica, qui concentre effectivement un extrait de momordique, donc c'est de la pulpe de fruits précisément, et donc qui peut être un outil à votre disposition pour accompagner un sujet qui présenterait donc une insulinorésistance, un diabète de type 2, dans le but effectivement de l'accompagner de façon plus holistique et de façon plus globale. Et donc, pour résumer, par rapport donc aux informations que nous venons de voir ensemble, vous avez Ultra Vegan B qui apporte effectivement les vitamines du groupe B pour aider à recycler l'homocystéine, qui est un facteur diabétogène et qui peut être d'une utilité très pertinente dans l'accompagnement des traitements du diabète de type 2. Avec Ultra Désium, vitamine D, magnésium pour soutenir la production du calcitriol dans l'optique de lutter contre l'insulinorésistance, et avec Ultra Vegan B, ça serait un excellent accompagnement. Vous avez Dolupérine avec cette synergie de curcuma, poivre, gingembre que je vous ai cité, l'extrait de momordique, donc de concombre amer, donc Glucolistica, et même si je ne l'ai pas cité à l'écran, mais c'était l'objet de notre dernier webinaire, Propargil, Propargil Plus en Belgique, Propargil en France, avec une formule similaire, permet effectivement d'aider à accompagner un équilibrage donc de la barrière intestinale, comme nous l'avions vu, même si je ne l'ai pas cité aujourd'hui par rapport à l'espace-temps, on sait très bien qu'un leaky gut syndrome peut être effectivement associé à l'apparition d'un diabète de type 2 et d'une insulinorésistance. Donc il faut chouchouter ses intestins et Propargil est une très belle formule en ce sens. De mon côté, j'en ai donc terminé. Je vais laisser donc la parole à ma collaboratrice Alice pour finir les quelques informations, puis je répondrai à vos éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain, c'était très, très clair. Merci à tous d'avoir, écouté attentivement aussi, cette présentation. Je vois qu'on a déjà beaucoup de questions, donc vous allez pouvoir prendre le temps d'y répondre, juste après. Avant ça, un petit point donc, sur Simplicure qui organisait, ce webinar. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Simplicure, c'est une plateforme qui vous permet de faciliter vos recommandations, de compléments alimentaires. Et pour que ce soit plus clair et plus évident pour vous, je vous propose de vous partager mon écran. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte réellement à quoi ressemble la plateforme. Donc vous avez la possibilité en tant que professionnel de santé de vous créer un compte. Si ça vous intéresse, je vous invite à le faire et puis nous, on vous aidera dans la mise en place de la plateforme. Même si dans l'ensemble, c'est plutôt intuitif. Vous avez la possibilité donc de créer à chaque fois une recommandation de complément alimentaire qui est destinée à un client que vous pouvez donc ajouter ici. Par exemple, je peux mettre un test et vous recommander donc à ce client les produits de votre choix. Vous avez donc accès à l'ensemble de notre catalogue qui est maintenant très vaste. Pour vous y retrouver, vous avez bien sûr de nombreux filtres et notamment sur les marques. Vous pouvez retrouver les produits donc Holistica, dont certains, par exemple, dont Sylvain nous a parlé. Et vous pouvez, en cliquant dessus, avoir bien sûr le détail des informations. Vous pouvez donc sélectionner les compléments qui vous semblent pertinents pour recommander à votre client. Donc, par exemple, je vais ajouter le Propargil Plus. Je retourne à ma recommandation. J'ai bien le produit qui a été ajouté. Vous avez la possibilité de personnaliser votre recommandation. Et vous avez aussi la possibilité d'accorder une réduction à votre client ici. Vous choisissez comment vous répartissez cette réduction entre donc réduction pour le client et puis avantage pour vous. Le client bénéficiera donc du prix réduit et après rien de plus simple, vous cliquez sur envoyer et votre client reçoit directement sa recommandation par mail. Ça lui facilite donc lui le processus d'achat sur ses recommandations puisque si jamais il y avait des produits de laboratoires différents, il a juste à aller sur Simplicure et pour vous, vous avez un seul et même endroit où vous rendre pour faire vos recommandations. Vous retrouvez environ 2000 produits qui proviennent d'une centaine de laboratoires.
Et bien sûr, cette plateforme est gratuite. Pour vous, c'est vraiment un gain de temps. Vous bénéficiez aussi d'avantages et surtout vous améliorez l'observance, sur, vos recommandations de compléments alimentaires. Je vous invite donc, à vous créer un compte, si ça vous intéresse et puis comme je vous le disais, nous on vous accompagnera dans la mise en place, de la plateforme en tant que, professionnel, de santé. Petit rappel sur les webinaires à venir, notamment donc ce jeudi sur, l'immunité, la soutenir avec des nutriments adaptés et des plantes innovantes et puis mardi prochain, sur le collagène, allié du vieillissement au mythe, faisons le point. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous y inscrire. On va donc pouvoir repasser, aux questions. Je ne sais pas Sylvain si vous avez eu le temps de regarder un petit peu, toutes celles Je qui étaient posées? Oui, 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 il y en a un certain nombre, donc je est-ce que vous me les posez directement? Ouais, si vous voulez. Allez, ça me va très bien. Alors on va prendre au début, même si je sais qu'il y en a quelques-unes auxquelles vous avez peut-être un petit peu répondu au cours de la présentation. La pipérine, pardon, n'est-elle pas délétère pour la santé intestinale? Il y avait plusieurs questions, et vous y avez déjà un petit peu répondu, au début. Oh, et ça fait un gentil mythe, hein. Alors effectivement, que vous puissiez mieux me comprendre, vous avez certaines études, hein, qui stipulent qu'effectivement la pipérine pourrait, je dis bien au conditionnel, hein, être, irritante pour le système digestif. Moi, c'est ce que j'appelle des tenants, donc je vais peut-être apporter des aboutissants. Donc ce sont des études qui ont stipulé que la piperidine de synthèse, d'accord? Donc c'est 2 poids 2 mesures, hein, à des quantités, inappropriées, pouvait effectivement être irritante pour le système digestif. Donc c'est une information qui a été sortie de son contexte et qui a été utilisée pour effectivement valoriser des formules, dites liposomales, hein, avec du curcuma seul, hautement biodisponible, sans poivre, supposément irriter le système digestif. Les polyphénols, les curcuminoïdes qui sont des polyphénols, ont une biodisponibilité intrinsèque très faible. Comment cela se fait-il que dans une formule, cette biodisponibilité soit, comme par magie, boostée tout d'un coup? Imaginez quand même qu'il y a des matrices artificielles qui poussent effectivement ces formules à forcer une assimilation que naturellement ça ne se passerait pas. Donc le poivre n'est pas irritant pour le système digestif quand on proportionne correctement effectivement 1 de pipérine par rapport à la curcumine, premier point. Mais il est évident que si demain, au lieu de mettre un quart de tour de moulin de poivre, vous en mettriez 100, entre voilà, ça serait irritant pour tout le monde. Mais là, c'est pas problématique par rapport en fait à ce qu'est le poivre, c'est juste la quantité de poivre qui est problématique. Donc c'est comme pour tout dans la vie, quand on prend l'excès de quelque chose, c'est problématique. Quand on a l'absence de quelque chose, c'est pas forcément aidant. Il faut trouver un juste milieu, ni plus ni moins, comme la vitamine D, le magnésium, les oméga 3. Donc mon langage n'est pas différent et je rebondis sur une question qui va avec Doluperine, hein. Effectivement, il y a une personne qui a posé la question, je ne retrouve plus dans le flux, mais qui posait la question par rapport aux anticoagulants. Donc effectivement, c'est une Nathalie, voilà. Très bonne question. Donc il faut savoir effectivement que, lorsqu'on atteint un seuil d'environ 600 et surtout 900 milligrammes de curcuminoïdes, effectivement, à ce seuil, il peut y avoir un effet fluidifiant qui apparaît, qui fait que le curcuma ne doit pas être recommandé chez un sujet qui prendrait un antivitamine K ou qui prendrait un anticoagulant, donc peu importe les noms, mais c'est en fonction du seuil de curcuminoïdes. Donc si vous respectez effectivement la posologie réglementaire qui est stipulée sur Doluperine à une gélule par jour, il n'y a pas écrit que c'est contre-indiqué. Il y a écrit attention. Il faut demander conseil à un professionnel de santé en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Donc c'est la dose qui est corrélée à. Donc, un sujet qui, par exemple, prendrait Doluperine pour du confort articulaire, et qui aurait besoin de doses plus importantes, bah, manque de peau, il a un anticoagulant, il faut surtout pas monter la dose. Ça ne veut pas dire que c'est interdit pour autant. Encore une fois, 2 poids, 2 mesures. Merci pour, toutes ces précisions. On a une autre question sur: a-t-on besoin de magnésium pour les étapes de métabolisation de la vitamine D? C'est obligatoire. Sans magnésium à disposition, nos enzymes d'hydroxylation, qu'elles soient hépatiques, qu'elles soient rénales et le transport de ces formes de vitamine D dans le sang avec la vitamine D binding protein, donc la DBP, d'accord, sont des étapes magnésiodépendantes. On ne peut pas y déroger. Vous savez, on a tendance à dire que le magnésium est un cofacteur de 300 réactions enzymatiques, voire même 600 réactions enzymatiques. C'est ce qu'on découvre bien sûr avec les recherches et les années. Dites-vous bien que c'est un cofacteur de réactions enzymatiques, dont les enzymes d'hydroxylation.
Donc effectivement, sans ce magnésium à disposition, vous ne serez pas capable de correctement métaboliser la vitamine D, vous ne pourrez pas fabriquer et libérer correctement le calcitriol, vous ne pourrez pas obtenir les effets que vous recherchez, puisque vous ne pourrez pas sécréter du calcitriol. C'est très important, ne déroge pas, hein. Et que ça soit l'été, quand on s'expose au soleil et qu'on produit du cholécalciférol au niveau de notre peau, il faut qu'à l'instant T, nous ayons correctement du magnésium pour transporter ce qu'on produit par le soleil, naturellement à l'instant T, d'accord? Pour le transporter dans le foie, pour fabriquer la réserve l'été, pour que l'hiver durant, toujours avec du magnésium, je libère la réserve du foie pour les besoins physiologiques de l'organisme. Donc effectivement, j'ai envie de vous dire, c'est presque non négociable. Toujours sur le magnésium, on a plusieurs questions, donc sur, le magnésium marin, heu, Oui. il est moins bien assimilé que les formes, bisglycinate et citrate. Pareil, est-ce qu'il est bien assimilé au niveau intestinal, tout ça? Alors, normalement, quand on a un peu plus de temps, je vais un peu plus loin dans l'information, c'est un peu plus difficile, mais je vous remercie de la question. Alors, dans Ultra Magnésium marin, donc le produit que je vous ai présenté, je vous ai dit que c'était de l'eau de mer. Donc l'eau de mer, parmi les sels de magnésium existants aujourd'hui, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient synthétiques, a cette chance, ce magnésium marin, d'avoir effectivement beaucoup d'oligoéléments et beaucoup de minéraux cofacteurs. C'est ce qui contribue à une meilleure solubilité. Et effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais merci pour le rappel, dans Ultra Magnésium Marin, vous avez comme premier ingrédient, vous le verrez dans la liste des ingrédients si vous allez sur le site, parce que c'est écrit, vous avez de l'acide citrique d'origine naturelle, comme on a dans le citron, d'accord? Et donc, cet acide citrique, quand vous allez prendre votre poudre et que vous allez la diluer dans une bouteille d'1 litre, 1 litre et demi, 1 litre 25, 2 litres, peu importe, dans une bouteille d'eau, cet acide citrique au contact de l'eau va se solubiliser. Vous allez obtenir en fait du citrate, et ce citrate n'est pas la forme la plus soluble, mais en revanche, c'est l'un des sels de magnésium les plus biodisponibles. Donc en fait, Ultra Magnésium Marin est un binôme d'ingrédients avec l'acide citrique d'origine naturelle, avec l'eau de mer, combinés ensemble dans de l'eau, puisque c'est solubilisé encore une fois, vous obtenez factuellement du citrate de magnésium d'eau de mer avec une action solubilisante très pertinente grâce à l'eau de mer et une biodisponibilité tout aussi pertinente grâce à la forme citrate. Et donc, vous avez une boisson citronnée, plutôt agréable à boire, quand c'est dans de l'eau fraîche d'ailleurs, qui est très digeste, fait pas mal au système digestif, tout aussi pertinente et surtout 100% naturelle. C'est ça qu'il faut regarder. Veuillez m'excuser par rapport effectivement à d'autres sels et bisglycinate, c'est un sel synthétique. C'est pas quelque chose que je valorise parce qu'effectivement, je ne m'oriente que vers des sources naturelles. Donc ça ne fait pas partie de mon vocabulaire en soi. Ça n'existe pas dans la nature. Donc, indépendamment du discours qui est associé avec, je ne suis pas là pour parler de ça, mais en l'occurrence, sur cette eau de mer citratisée dans l'eau, heu, vous avez des effets magnifiques. Donc, effectivement, c'est un outil à votre disposition qui vous permettrait d'accompagner, entre guillemets, X et Z problématiques, tout en étant très bien toléré par le système digestif et j'insiste sur ce point. Merci beaucoup. Bah, je pense que ces petites précisions étaient nécessaires. Et puis on a d'autres questions sur, par exemple, comment mettons en évidence le polymorphisme de MTHFR biologiquement? Et il y aura une autre question, dessus. Est-ce que la prise de méthyle alors je sais pas trop ce qui est écrit. En plus de la vitamine B9 et B12, est-il judicieux en cas de polymorphisme du gène? C'est la SAM, c'est S-adénosylméthionine. J'ai vu la question. Alors, Parfait. hem, 2 choses. Je vous ai dit, quand on a un polymorphisme MTHFR, on va réduire la conversion donc de l'acide folique et des folates, je groupe l'ensemble, d'accord? En méthylfolate. Du fait d'avoir moins de méthylfolate, on va moins relancer la méthylation, on va moins la soutenir. Automatiquement, on va générer de l'homocystéine associée donc à des problématiques. Un des exemples que je vous ai cités sur le diabète. Donc ça sous-entend que quand vous faites un bilan sanguin et que vous mesurez donc l'homocystéine avec l'aide de votre médecin, d'accord? Mais c'est une analyse qui en France, en Belgique, je ne sais pas, mais en France, c'est une analyse qui n'est pas remboursable.
sauf cas exceptionnel à l'hôpital, mais c'est des cas particuliers. Je préfère, vous dire de façon générique que c'est pas pris en charge. Donc en soi, le sujet, il va payer effectivement donc son analyse et le tarif sécu est aux alentours d'une soixantaine d'euros et quand vous êtes, avec certains opérateurs, certains laboratoires d'analyse, bah, comme dans les pharmacies, les prix sont pas forcément les mêmes, vous avez des tarifs qui peuvent descendre à 30 euros. Sachez-le en tout cas, sans citer de marque. Et donc, ça, c'est le premier point. Ça sous-entend qu'au plus vous avez de l'homocystéine, au plus on pourrait suspecter un polymorphisme, puisque c'est le polymorphisme qui le génère en partie, d'accord? Et que si vous avez sur votre bilan sanguin une hyperhomocystéinémie qui de suite apparaît au-delà de 15 micromoles et surtout au-delà de 20 à 25 micromoles, on pourrait gentiment se dire qu'il y aurait un polymorphisme derrière. Donc vous retournez voir votre médecin, vous lui demandez gentiment: «Docteur, s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité de me prescrire une ordonnance?» Je cite, hein, «analyse gène MTHFR». C'est très simple. Dans la mesure où c'est une analyse génétique, le médecin doit vous faire signer une décharge parce que c'est un test génétique. Il a besoin de votre consentement, en fait. Et donc, vous allez voir le laboratoire d'analyse, vous dites: «Tenez, j'ai une analyse du gène MTHFR», le laboratoire, il fait faire l'analyse et vous donne les résultats et c'est écrit noir sur blanc. J'ai un exemple que j'aurais pu vous montrer, mais j'ai pas pensé à le mettre par rapport à l'espace-temps, encore une fois. Mais le laboratoire va vous rendre l'analyse, gène MTHFR, il y aura écrit mutation, oui, non, hétérozygote, homozygote et vous avez l'information noir sur blanc, hein. Ni plus ni moins. Donc, il y a rien de compliqué, si ce n'est que comme c'est une analyse génétique, le consentement du patient est essentiel, sans quoi l'analyse ne peut pas être faite. Ni plus ni moins. Parfait. Une petite question de posologie pour le terrain diabétique ultra vegan B, est-il à prendre le matin ou le soir? Alors, j'ai en grande majorité, c'est un comprimé tous les matins pour couvrir les AJR. Donc, quand on prend le comprimé le matin, on cible un peu plus, par ailleurs, hein, le métabolisme énergétique, la vitalité, la résistance. On va dire, c'est pour le bien-être, pour passer la journée plus sereinement. Quand on prend Ultra Vegan B le soir, c'est plus cette action effectivement équilibrante du système nerveux quand on rentre épuisé de ses journées, qu'on a vraiment cette fatigue mentale très forte et qu'on a besoin de s'auto-régénérer. Si j'image, encore une fois. Donc ça, c'est monsieur, madame, tout le monde au quotidien. Pour un patient diabétique, je suggérerais de prendre un comprimé le matin. Maintenant, c'est le même principe. Si demain, je vois une analyse avec, par exemple, un taux d'homocystéine qui est à 20, 25, 30 micromoles, et qu'on se comprenne, hein, je le vois beaucoup plus fréquemment que vous ne le pensez. Donc, ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est quelque chose, au contraire, de malheureusement développé à mon sens. J'ai tendance à, le temps du premier pot, à faire une sorte de cure d'attaque, à doubler la posologie, pour se dire que grâce à ces vitamines B, je vais aider tant bien que mal au recyclage de l'homocystéine, qui est ce facteur diabétogène incriminé donc parmi les facteurs les plus importants. Et une fois que ce premier pot d'attaque est terminé, je repasse à une posologie usuelle, un comprimé par jour, ni plus ni moins. Et là, après, comme tout accompagnement qui est réalisé, qu'il soit allopathique ou qu'il soit phytonutritionnel, le médecin continue à faire ses analyses pour en observer les évolutions, qu'elles soient positives ou qu'elles ne soient pas positives. Mais ça, c'est propre à chaque accompagnement, d'accord? Et à ce moment-là, on adapte. Ah ben, d'ailleurs, j'ai pas, je me suis dit, je m'en suis rendu compte, pardon, j'ai pas fini le cas. Ma collaboratrice, que je vous ai montré donc le bilan, je vous ai dit, c'était la vitamine D, le calcitriol était très bon, mais le taux d'homocystéine était élevé. Donc, c'était ce facteur suspecté être à l'origine de ce prédiabète naissant tendant vers le diabète, d'accord? Il se trouve qu'une cure avec, je cite, hein, un comprimé d'Ultra Vegan B tous les matins pendant 3 mois, rien d'autre, hein, une hygiène de vie alimentaire gentiment équilibrée, mais pas non plus tirée par les cheveux, hein. Le taux d'homocystéine a été normalisé et son hémoglobine glyquée s'est normalisée, sa glycémie à jeun s'est normalisée et donc elle est retournée vers un stade dit normoglycémiant, euglycémique. Donc, des fois, ça paraît tout à fait anodin, mais finalement, c'est un accompagnement qui a autant de poids que d'autres accompagnements marketés, peut-être plus connus. Et voilà, c'est un mariage de toutes ces possibilités que, lors de l'anamnèse, on va pouvoir suggérer, à nos consultants. Merci beaucoup. On va passer à une question sur un autre thème, donc le mot mordique. Est-ce qu'il y a les mêmes soucis d'interférence avec des médicaments que la berberine, par exemple? Alors, hem, alors, 2 poids, 2 mesures. Donc je réponds aux médicaments
et à la berbérine dans un autre cadre. Donc en fait, effectivement, la berbérine, c'est un alcaloïde qu'on retrouve dans les racines des pinvinettes, hein, donc c'est Berberis vulgaris, mais qu'on retrouve dans d'autres plantes, hein, parce qu'on trouve dans la coptide et dans, bon bref, une dizaine de plantes à peu près. Et donc cet alcaloïde, effectivement, sur les protocoles qui sont aujourd'hui proposés par rapport au SIBO, par rapport au leaky gut syndrome, par rapport au diabète, hein, vous savez, souvent dans les ordonnances, on voit 500 mg 3 fois par jour. Pour ceux et celles qui connaissent sur la médecine fonctionnelle et sur la micronutrition fonctionnelle, hein. Il faut savoir qu'à cette dose, il y a beaucoup d'interférences avec les cytochromes hépatiques, P450, 3A4 et d'autres, d'accord, pouvant perturber la métabolisation des médicaments et des xénobiotiques. Et donc, effectivement, on voit aujourd'hui de plus en plus dans les études que cette berbérine contribue à perturber donc la métabolisation des médicaments, réduisant d'un côté possiblement leur efficacité ou augmentant leur toxicité, parce que tout dépend de la nature du métabolite. C'est la raison pour laquelle l'ANSES a émis donc des avis et des alertes stipulant que les opérateurs doivent prendre en compte effectivement ces informations par rapport à la berbérine, puisque si le sujet est diabétique, il a très certainement de la metformine, un antihypertenseur, une statine. Vous savez, c'est des polymédicamentations. Logiquement, avec ce type d'ordonnance, on ne devrait pas donner la berbérine. Alors, c'est un avis, certes, qui peut paraître personnel, mais je reste pharmacien. Quand je vois une ordonnance avec beaucoup de médicaments, pourquoi je vais donner de la berbérine et je refuserai de donner du millepertuis, par exemple? Alors, bien entendu, vous comprendrez bien que les répercussions ne sont pas les mêmes, mais dans l'analogie, finalement, c'est la même chose. Le millepertuis peut interagir avec les cytochromes, le jus de pamplemousse peut interagir avec les cytochromes, la berbérine peut interagir avec les cytochromes. Donc, à partir de là, ces protocoles qui sont malheureusement, selon moi, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, un peu trop relayés sur un plan marketing, dans les réseaux sociaux et auprès donc des professionnels et praticiens de santé, je pense que l'information sur les cytochromes devrait tout autant être dans le pack des informations émises. Donc ça, c'est le premier point. Et par rapport aux médicaments allopathiques à proprement dit, et c'est ce que nous mentionnons d'ailleurs sur notre boîte, hein, si vous avez un sujet qui présente un médicament, part du principe que c'est toléré de proposer donc du glucolistica, enfin, on part du principe réglementairement, bien entendu, c'est toléré, vous l'aurez compris. Dès lors que le sujet a ce qu'on appelle c'est ce que moi j'appelle, hein, une tartine médicamenteuse, hein, avec 3-4 médicaments pour le diabète, 2-3 médicaments antihypertenseurs, des fibras, des statines, c'est très lourd comme ordonnance, hein. Réglementairement, vous ne pouvez pas conseiller du glucolistica puisque c'est la responsabilité du professionnel qui est mise en jeu et effectivement, il n'est pas recommandé réglementairement, encore une fois, de proposer du glucolistica quand vous avez une tartine de médicaments. Maintenant, quand le sujet présente un traitement, pourquoi pas? Ça fait partie des outils à votre disposition avec Ultravegan B, avec Ultradesium, avec Dolupérine, avec peut-être d'autres plantes qui ne sont pas chez Holistica, mais qui peuvent être tout aussi pertinentes, pourquoi pas, hein. Donc voilà, donc c'est 2 poids, 2 mesures. S'il y a peu de médicaments, pourquoi pas? Dès lors qu'il y a trop de médicaments, malheureusement sur un plan réglementaire, c'est déconseillé. Et je profite par rapport effectivement à une question que je viens de voir. Est-ce que la momordique serait utile dans les NASH, donc les non-alcooliques oui, non-alcooliques stéatohépatiques, hépatites? Effectivement, tout aussi pertinent puisque la momordique contribue à sensibiliser l'action de l'organisme à l'adiponectine qui aide à l'oxydation des acides gras, notamment ces bulles de triglycérides qu'on a dans le foie. Donc effectivement, très pertinent de pouvoir envisager un accompagnement phytonutritionnel avec de la momordique dans le cadre d'une NASH, qui plus est à un stade qui évoluerait dans le mauvais sens. Bien au contraire, dès qu'il y a des bulles de graisse, dès qu'il y a un excès de sucre dans le sang, une hyperglycémie, ou dès que la personne a un centre de l'appétit complètement ouvert et non régulé, vous avez 3 applications majeures qui pourraient être utiles. Merci beaucoup. Des petites questions sur des cas pratiques sur glucolistica. Est-ce Oui. qu'on peut l'utiliser donc à titre préventif en cas de prédiabète? Et est-ce qu'il est utile dans le cas d'un diabète de type 1 si la personne a récemment remarqué une résistance à l'insuline avec en parallèle d'une augmentation de ses doses d'insuline? Là, c'est le cas d'une femme de 45 ans périménopause. Alors, quand c'est un prédiabète, j'ai envie de vous dire oui et allez-y.
entre guillemets, parce que ça éviterait à la personne, bien sûr, corrélée à des règles hygiéno-diététiques, une activité physique. On garde bien entendu les mêmes recommandations, mais si on doit y ajouter à ces recommandations des extraits de plantes bien ciblés, bien dosés, ça prend tout son sens. C'est super, très bon conseil. Glucolistica, pourquoi pas, Ultra Vegan B, Ultra Désium. Vous avez des outils à votre disposition et libre à vous de faire du picking en fonction du profil qui vous est présenté de votre anamnèse, certes. Maintenant, quand le sujet a un diabète de type 1, je ne peux pas dire oui d'une manière aussi franche parce que c'est forcément corrélé à l'individu et c'est forcément corrélé à son terrain. Mais d'une façon générale, un sujet diabétique de type 1, vous savez, il est éduqué à adapter ses doses d'insuline, donc ses unités, en fonction des valeurs de glycémie que la personne observe quand elle se pique, d'accord? Et c'est toujours corrélé au repas. Ah ben là, j'ai mangé ça, il faut que je mette moins d'insuline. Là, j'ai mangé ça, il faut que je mette plus d'insuline, pardon. Et donc, ça peut être un outil supplémentaire à disposition du sujet pour davantage normaliser sa glycémie, limitant le fait de devoir systématiquement aller vers des doses d'insuline plus fortes. Et on sait très bien que quand on augmente les doses d'insuline, il y a des effets contraires, il y a des effets indésirables. La personne peut prendre du poids. Quand on prend du poids, on crée une dyslipidémie. Quand on crée une dyslipidémie, c'est insulino-résistant. C'est le chat qui se mord la queue. Donc, ça peut être un outil. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que là, pour le coup, je l'adapterai en fonction du profil qui m'est présenté. Tout en ayant ces explications que je suis en train de vous donner, c'est une éducation qui est faite, mais tant pour le praticien que pour le patient, c'est de se dire que peu importe, et ça ne touche même pas la mordique, ça touche tous les accompagnements, peu importe ce qui est mis en place, tout doit être corrélé au sujet. C'est une éducation qui est faite en constante, en constante situation. Et donc, il faut simplement prévenir, voilà, vous avez un outil qui peut vous apporter tels effets. Cet outil semble très pertinent et très intéressant de prime abord et serait tout aussi pertinent vous concernant. En revanche, quand vous allez faire votre cure d'une molécule XY, vous devez toujours vérifier votre glycémie régulièrement, donc avec vos repas, pour pouvoir adapter les doses et trouver un équilibre avec des doses efficaces, mais pas trop élevées. Et comme ça, la personne, elle est accompagnée plus efficacement. Merci beaucoup. Si la Une réponse nouvelle vous convient. ah moi elle me convient, j'espère qu'elle convient aux autres. On a une nouvelle question, de posologie. Combien Oui. de temps est-ce qu'il faut laisser entre 2 cures de dolupérine? Alors, en fait, je pense que la réponse, elle est dans la question. C'est-à-dire qu'on n'est pas, enfin, vous savez, le terme cure, c'est générique. La personne, elle peut prendre dolupérine pendant 1 mois, elle peut prendre pendant 2 mois, elle peut prendre pendant un trimestre. Encore une fois, il faut le corréler à la problématique initiale et le besoin effectivement de faire une cure de dolupérine, certes, mais techniquement, ça peut se prendre tout un trimestre, sans problème. On pourrait même l'envisager plus. Mais encore une fois, c'est corrélé à la problématique initiale. Si la personne a un inconfort articulaire, parce qu'elle va au sport, elle se sent inconfortable, elle en prend one shot. OK. Si la personne, elle est obèse, elle est en surpoids, a tendance obèse, d'accord? La personne, elle a de l'inflammation de bas grade qui est générée par son surpoids. Donc effectivement, tant qu'on ne trouve pas un équilibre, on va partir du principe qu'on va lui donner régulièrement. Et si la personne aurait besoin d'en prendre, vraiment, je vulgarise la chose, hein, toute l'année, on va peut-être éviter de lui en donner tous les jours. Ça n'a pas de sens selon moi non plus. C'est-à-dire qu'il est préférable d'en donner, par exemple, 3, 4, 5 fois par semaine pour avoir ce message de fond par rapport à l'inflammation de bas grade, et de se dire qu'on mesure un travail tout au long de l'année, comme se mesurer un travail sur un trimestre et d'en voir les résultats par la suite et d'adapter le schéma posologique par la suite. Donc en fait, tout est possible. C'est pour ça que je dis que la réponse, elle est dans la question, parce qu'en fait, je ne pense pas en cure, si vous voulez. Moi, je pense en étapes. Donc, j'ai une étape initiale où je vais mettre en place un protocole pour accompagner mon sujet et un bilan sera fait avec l'aide du médecin, bien entendu. On travaille en collégialité. Un bilan va être fait et on va en observer les résultats. Et à partir de ces résultats, est-ce que je repars pour un trimestre ou est-ce que je reste sur un schéma? Est-ce que je le réduis? Est-ce que je l'augmente? Voilà, tout est possible. Et si je parle d'un trimestre, c'est parce que les globules rouges se renouvellent tous les 90 jours et c'est l'hémoglobine dans les globules rouges qui se glyque. Donc, c'est important de suivre le renouvellement naturel des globules rouges pour que l'hémoglobine glyquée, en termes de valeur, en tout cas l'obtention des valeurs, pardon, puisse être un peu plus prédictive. C'est pour ça que je pars toujours en trimestre quand j'accompagne un sujet qui est diabétique.
ou quand je suggère un accompagnement pour un sujet diabétique. Merci pour cette, précision. On a un cas pratique, Oui. Hashimoto plus SOPK avec une homocystéine à 8,3 micromol. Faut-il compléter en vitamine B? Alors la norme européenne, elle est de 4 à 7. Donc partons du principe que la personne a cette valeur-là, il y a de grandes chances qu'elle n'ait pas un polymorphisme parce que la valeur, elle est vraiment à peine au-dessus. C'est une hyperhomocystéinémie très légère, je dirais. Soit la personne, de possibilité, elle a une alimentation qui est tout à fait convenable à ce niveau-là et elle n'a pas de polymorphisme, donc elle convertit correctement les folates d'épinard en méthylfolate. Donc la cause de son insulinorésistance ne proviendrait pas de cette homocystéinémie, d'accord? Ou peut-être que la personne a un polymorphisme, entre guillemets, masqué par la prise d'un complément alimentaire façon ultra vegan B qui permettrait justement d'y remédier. Donc là, ça serait intéressant parce que vu qu'on a 9 micromoles et qu'on est légèrement au-dessus, soit on essaie d'ajuster à travers l'assiette. Si les ajustements sont déjà présents à travers l'assiette, on peut tout à fait envisager une cure d'ultra vegan B, c'est très bien, parce que la personne, elle a un SOPK, donc elle a un hyperandrogénisme et elle a une insulinorésistance, enfin, et ou une insulinorésistance, et de par cette présence donc d'Hashimoto, donc cette thyroïdite, probablement auto-immune, fait que le métabolisme, il est perturbé. Donc, on va peut-être aussi envisager de relancer le métabolisme avec une méthylation fonctionnelle grâce à l'apport de vitamine B méthylée qu'on retrouve dans l'Ultra Vegan B. Donc, je dirais oui, bien sûr, bien au contraire. De toute façon, c'est simple, hein. Quand on a trop de vitamine, la personne fait sa cure. Il y a peut-être un excès de vitamine B qui apparaîtrait. La personne, elle n'en aurait pas foncièrement besoin, parce qu'il y a un risque de toxicité. On les stocke quasiment pas. Un peu la vitamine B12 par-ci par-là, mais c'est très léger. Donc les vitamines B sont éliminées par les urines. Donc si la personne fait sa cure et que voilà, on n'a pas le besoin, bon, ben, le corps va les éliminer par les urines. On a une réaction chimique qui s'opère dans les urines, ça les fluote. Les gens, enfin, je le dis avec le sourire, mais les gens font pipi fluo. Donc la personne, si elle fait sa cure d'ultra vegan B et qu'elle se retrouve une semaine après à faire pipi fluo, c'est que le corps n'en a pas foncièrement besoin et qu'il faut chercher la cause ailleurs, ni plus ni moins. Merci beaucoup. On arrive à la fin des questions. Une petite précision peut-être. Donc pour comprendre, un diabète de type 2 pourrait être accompagné avec de la vitamine B dans le cas uniquement d'un polymorphisme, Oui. au-delà d'une potentielle carence en B12 liée à la prise de metformine. J'ai pas compris la question, pardon. J'essaie Ouais, de voir dans le chat, elle se trouve où? à la fin de milieu fin de discussion, est-ce qu'un diabète de type 2 pourrait être accompagné avec de la vitamine D dans le cas uniquement d'un polymorphisme? Et il y a une petite précision, au-delà d'une potentielle carence B12 liée à la prise de metformine. De toute façon, s'il y a un polymorphisme MTHFR, c'est très simple à comprendre et peu importe la thématique. Votre corps. Le corps de la personne donc impactée, donc le sujet en question, surtout si c'est un polymorphisme MTHFR, il ne peut pas correctement produire les quantités adaptées de méthylfolate. Et encore qu'on se comprenne, je n'ai cité qu'un polymorphisme. On a d'autres polymorphismes qui impactent la fabrication de méthylcobalamine à partir de cobalamine de viande. C'est le même principe, mais sur d'autres répercussions, si ce n'est que ce polymorphisme en question, c'est MTR ou MTRR. Il y en a un des deux, j'ai un doute tout de suite, mais peu importe. C'est moins présent dans la population européenne. Donc je reviens sur le MTHFR. La seule solution à l'instant T, en tout cas de nos connaissances actuelles, d'accord, ce ne sont pas les miennes, c'est ce qui se dit. La seule solution qui se pose sur la table, c'est d'apporter de façon exogène ce que le corps ne peut pas synthétiser de lui-même, de façon endogène. Et là, il y a un piège en fait. C'est que moi, je vous parle d'Ultra Vegan B. Je vous suggère effectivement une formule qui apporte des vitamines B méthylées qui proviennent encore une fois de sarrasin germé, goyave, citron, basilic sacré. Mais vous avez toute une panoplie de formules sur le marché qui apportent du méthylfolate et qui apportent de méthylcobalamine sans origine mentionnée dans la liste des ingrédients. Elles viennent d'où? Elles sont non indiquées d'origine, donc elles sont hémisynthétiques. Asynthétique, c'est réglementaire. Sinon, c'est écrit dans la liste des ingrédients foncièrement noir sur blanc les origines. Donc, en fait, il est là le piège. Que ça soit avec des ampoules de vitamine D chimique ou que ça soit de la vitamine D chimique et dans un complément alimentaire, elle reste chimique, vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est la même chose pour les vitamines B, que ça soit de l'acide folique de synthèse ou du méthylfolate, même si le nom paraît plus appétant, il faut bien vérifier les origines.
Je donne un exemple pour que tout le monde me comprenne. Si demain vous voulez manger une salade tomate mozza, vous allez acheter des tomates cœur de bœuf. Vous n'allez pas acheter des tomates en plastique. Ça n'a pas de sens. Personne mentionnera que la tomate en plastique, elle a autant de goût qu'une tomate cœur de bœuf. Mais c'est la même chose pour les nutriments. Notre corps est conçu pour absorber et pour utiliser des molécules 100% naturelles. À partir de ce moment-là, nous devons essayer de trouver, que ça soit par Holistica ou par autre chose, nous devons essayer de trouver des ingrédients d'origine naturelle, issus d'extraits de plantes, de fruits, de champignons, etc., pour que le corps soit baigné de substances qu'il saura reconnaître et saura utiliser. Pourquoi envisager de bourrer l'organisme de molécules isolées synthétiques? Que ça s'appelle un méthylfolate, que ça s'appelle de l'acide folique, que ça s'appelle une molécule X ou Y, c'est ce qu'on appelle la nutrigénomique. Donc, je vous dirais, pour cette personne qui a un polymorphisme, grâce à Ultra Vegan B, je vais apporter des vitamines B méthylées, exogènes, que le corps ne peut plus fabriquer en quantité suffisante pour ses propres besoins. Donc, c'est super. On pourrait se dire, et c'est plus difficile, est-ce que je peux avoir des vitamines B méthylées à travers mon bol alimentaire? Les graines germées, c'est magnifique, hein. Est-ce que de là à consommer des graines germées, je pourrais couvrir tous mes besoins journaliers? C'est une autre histoire. Et là, c'est propre à chaque individu, encore une fois. C'est la raison pour laquelle Ultra Vegan B est aujourd'hui un outil qui est très valorisé. Et bien entendu, je le valorise en ce sens, parce que quand on pense que 46% des Français présenteraient une mutation hétérozygote et que 15 voire 20% de certaines populations européennes présenteraient une mutation homozygote, ça prend tout son sens. Donc, bien entendu. Merci beaucoup. Dernière petite question que j'avais oubliée tout à l'heure, par quoi puis-je remplacer le Propargil si le patient est allergique à la propolis? Alors effectivement, c'est un des cas. C'est une des situations particulières. Nous le mentionnons d'ailleurs sur vous savez, sur l'étiquette, sur les conseils d'utilisation. Toute personne allergique aux produits de la ruche par ingestion, je cite bien par ingestion, ne doit pas prendre Propargil parce qu'elle a propolis, mais ça serait le cas pour la gelée royale. Donc, le, le, enfin, j'ai même pas d'équivalence. Ce qui serait le plus proche, selon moi, à l'instant T, là, comme ça, un peu de cours, euh, c'est le shiitake. Vous y aurez probablement pas pensé. Alors, c'est pas lui qui va réguler le pH, hein, qu'on soit d'accord, hein. Parce qu'il faut des minéraux qu'on trouvera ailleurs, certes, mais en revanche, sur l'aide au maintien de l'intégrité des éléments de la barrière intestinale, ce sont des éléments glyconutritionnels. Les jonctions cellulaires qui se trouvent entre les entérocytes sont des glycocomposants. La mucine et les mucines qu'on retrouve dans le mucus et qui contribuent à cette viscosité si particulière sont des glycocomposants. Les immunoglobulines A, les anticorps qu'on trouve dans le mucus et qui nous protègent au niveau de la barrière intestinale sont des glycocomposants. Les bactéries commensales de nos microbiotes respectifs à chacun d'entre nous, d'accord, possèdent des glycoprotéines à leur surface permettant d'avoir une osmose parfaite avec le système immunitaire. Donc le shiitake étant naturellement riche de monosaccharides, de polysaccharides et d'acides aminés, va permettre d'apporter cette matière nutritionnelle si essentielle pour un peu dynamiser cet aspect glyconutritionnel qui est de toute façon physiologiquement vital pour aider au maintien de l'intégrité de la barrière intestinale. Donc, sur un plan de pur maintien de l'intégrité de la barrière, je dirais shiitake. Sur un plan minéral par rapport au pH, le shiitake, il ne va pas faire le travail. Il va falloir aller vers autre part. Donc, avoir une alimentation avec des minéraux tantôt acidifiants, tantôt alcalinisants, avec certes le lithotame, c'est connu, mais trouver à travers l'assiette des sources de minéraux acidifiants. Les protéines sont acidifiantes aussi par nature. Donc, il va falloir trouver, et ça, c'est peut-être pas forcément avec un complément alimentaire, mais tout simplement à travers l'assiette, des minéraux équilibrants. Mais en tout cas, sur le maintien de la barrière, c'est génial, hein. Avec une belle cure de shiitake, vitamine D, magnésium, parce que le calcitriol, c'est essentiel au maintien de la barrière intestinale, de l'intégrité. Les vitamines B, l'homocystéine, c'est un beau facteur étiologique majeur de leaky gut syndrome, hein. Vous voyez, on retourne finalement sur les mêmes formules, hein, mais pour des raisons différentes. Et c'est encore une fois la synergie totale qui permettra d'obtenir les résultats les plus pertinents pour le sujet en question. Merci beaucoup Sylvain pour, ces précisions. Je pense qu'on a fait, le tour à peu près des questions.
Merci, d'avoir pris le temps d'y répondre. Merci à tous, d'avoir participé. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. N'hésitez pas aussi à répondre au questionnaire de satisfaction qui vous sera, envoyé. Ça nous permet, d'améliorer, les webinaires pour les prochaines fois. Et pour répondre aux quelques questions qui ont été posées, les replays sont bien sûr disponibles sur Simplicure si vous n'avez pas pu arriver dès le début, par exemple. N'hésitez pas à aller, les regarder. Merci beaucoup Sylvain. Je ne sais pas si vous avez un petit mot que vous souhaitez ajouter sur la fin? Bah, j'ai envie de vous remercier, enfin vous tous, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles, vous serviront dans vos pratiques respectives. Il y a mon mail dans la présentation, donc de la même manière, si vous avez une quelconque question, une quelconque interrogation, en tout cas si je peux vous être utile, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Et écoutez, je vous souhaite une belle fin d'année parce qu'on se reverra très certainement l'année prochaine. Ça arrive vite, hein, mais on se reverra très certainement l'année prochaine. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, un grand merci, Sylvain. Merci à tous, également d'avoir participé et puis je vous souhaite à tous, un très bel après-midi et puis à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup, à bientôt, au revoir.